Le mariage de mon fils. Un échafaud doré, voilà ce que était. La salle de réception du château de Varennes scintillait sous les lustres de cristal, chaque détail hurlant la fortune et le raffinement que ma belle-sœur, Victoria, avait si méticuleusement orchestré. Les nappes de soie immaculées, les arrangements floraux qui coûtaient le prix d'une petite voiture, tout cela formait un décor somptueux. Mais pour moi, Élise, Sriquet, était le théâtre de ma propre exécution publique. Je portais une robe bleu nuit, élégante mais discrète, tentant de me fondre dans le faste, tout en sentant sur moi le poids des regards, et surtout celui, perçant, de Victoria, posté stratégiquement près de la table d'honneur. Cela faisait des années que Victoria s'employait à me démolir, brique par brique. Notre relation, ou plutôt l'absence de relation sincère, était une guerre froide, où les armes étaient les murmures et les insinuations distillées avec la précision d'un poison lent. Elle avait toujours su comment placer le mot juste, le regard désapprobateur, ou la question innocente mais chargée de sous-entendus, pour que Marc, mon mari, commence à douter de mon jugement et de ma capacité à gérer nos finances. Il ne me le disait jamais directement. Mais la façon dont il regardait les relevés bancaires après une de ses visites, ou l'empressement qu'il mettait à justifier une dépense courante, témoignait de la graine du doute qu'elle avait semée. Elle m'a humiliée, non pas avec des cris, mais avec la subtilité venimeuse de ceux qui se croient au-dessus de tout soupçon. Victoria avait réussi à faire de moi, auprès de Marc et de l'entourage familial, la femme dépensière, la gestionnaire irresponsable, celle dont le mari devait se méfier pour préserver leur avenir. Elle minait ma valeur, mon rôle d'épouse et de maîtresse de maison, jour après jour, sous le couvert de l'amour fraternel et de la prudence. Marc, trop souvent submergé par son travail et habitué à l'autorité de sa sœur aînée, était étrangement aveugle à la machination. Ou peut-être choisissait-il de être par facilité. Le vrai moteur de cette haine insidieuse, et la raison pour laquelle elle cherchait tant à contrôler Marc, remontait au décès de notre père il y a 7 ans. Mon père, riche industriel, avait toujours promis que l'héritage serait partagé équitablement entre ses enfants. Pourtant, à la lecture du testament, la stupéfaction fut totale. Victoria avait hérité de la quasi-totalité de l'empire familial et des liquidités conséquentes. Marc et moi avions été déshérités. Ou presque. Victoria avait pleuré à chaudes larmes devant l'assemblée. Parlant du souhait soudain et éclairé de papa de lui léguer l'entreprise, elle seule étant assez forte pour la maintenir à flot, sous-entendant que Marc, et surtout moi, n'aurions fait que la dilapider. J'avais ressenti l'injustice brûlante, viscérale, mais à l'époque, je n'avais aucune preuve tangible. Marc, bien que déçu, avait accepté l'explication, déjà endoctriné par les années d'insinuation de sa sœur, sur mon manque de sens des affaires. J'ai gardé en secret le sentiment d'avoir été volée, une douleur sourde qui me rongeait. Je savais au fond de moi que Victoria était capable de la pire des manipulations. Mais l'univers, parfois, offre des clés inattendues à ceux qui attendent patiemment. Il y a 6 mois, en triant de vieilles archives que mon notaire avait conservées, j'ai trouvé par hasard une petite liasse de lettres, datées des dernières semaines de la vie de mon père. Des lettres oubliées, adressées à son avocat personnel, exprimant sa profonde confusion et ses craintes après la visite répétée de Victoria. Elles prouvaient, sans l'ombre d'un doute, que Victoria avait manipulé notre père mourant, abusant de sa faiblesse cognitive, pour lui faire signer une modification du testament en sa faveur. La preuve secrète que j'avais cherchée pendant des années était là, jaunie, fragile, mais explosive. Aujourd'hui, le bruit des verres qui s'entrechoquent et les rires forcés des invités n'arrivaient pas à masquer la tension palpable entre Victoria et moi. Elle était à quelques mètres, vêtue d'une robe d'un rouge arrogant, entourée de loups, élite de la ville de banquiers et de juges. Elle rayonnait de cette fausse assurance des gens qui croient que leur position est inattaquable et que leur mensonge est scellé par le temps. Je savais qu'elle allait frapper. Le mariage de notre fils, l'union de nos 2 familles devant des centaines de témoins influents, était l'occasion rêvée pour son coup de grâce. Elle voulait m'humilier une dernière fois, publiquement, s'assurer que Marc ne remette plus jamais en question son autorité financière et morale sur notre foyer. Elle cherchait à me discréditer entièrement, devant la haute société réunie. Marc et moi étions le dernier obstacle à son contrôle total sur la réputation familiale et sur une partie des actifs que notre fils pourrait un jour hériter. Je sentais le poids rassurant de ma pochette en satin noir, posée sur mes genoux sous la table. À l'intérieur, bien à l'abri, se trouvait la liasse des lettres, glissée dans une enveloppe scellée par mes soins. J'avais attendu. J'aurais pu révéler la vérité plus tôt, en privé, mais le but de Victoria n'était pas le privé sucre, était l'anéantissement public. Si je voulais briser son pouvoir à jamais, il fallait que le choc soit total. Devant tous ceux qu'elle respectait, devant Marc qui avait tant de mal à voir clair dans son jeu manipulateur. Mon cœur battait un rythme irrégulier contre ma cage thoracique, un tambour de guerre sourd sous le velours de ma robe. Les visages souriants autour de moi, étaient que des silhouettes floues. Ma concentration était rivée sur l'antagoniste. J'attendais le moment précis. Celui où Victoria, dans son arrogance habituelle, penserait avoir définitivement gagné. J'avais revécu cette scène 1000 fois dans ma tête, répétant mes mots, mes gestes.
Des années de douleur invisible allaient être expiées en quelques minutes. Janie était plus la femme silencieuse, celle qui encaissait les piques et les soupçons. Janie était la gardienne d'une vérité explosive, et j'allais enfin la laisser exploser. Le dîner touchait à sa fin. Les serveurs débarrassaient les assiettes du plat principal, le murmure général s'atténuait en prévision des discours. Victoria se leva de sa chaise pour se diriger vers la table d'honneur, un sourire carnassier étiré sur ses lèvres. Je reconnus immédiatement le signe. Elle avait ce tic de lisser nerveusement l'aile, épaule de sa robe quand elle préparait un coup bas majeur. Était l'heure du toast. Elle tenait le micro sans trembler. Je savais exactement ce qu'elle allait dire. Elle allait parler de l'importance de la prudence financière dans le nouveau foyer de mon fils. Elle allait affectueusement rappeler la nécessité de protéger son patrimoine des mains irresponsables, faisant clairement référence à mes prétendues faiblesses passées. Elle m'avait déjà humiliée de cette manière lors de la fête de Noël l'année dernière, mais cette fois, l'enjeu était le contrôle total sur la réputation de Marc. Elle voulait que Marc, ému par l'AL, événement et sous l'AL, œil de la société, soit totalement convaincu de ma culpabilité, et qu'il lui donne les pleins pouvoirs sur la gestion de leurs biens communs. Je regardais Marc, assis à mes côtés. Il avait l'air heureux, mais aussi légèrement nerveux, comme s'il sentait lui aussi la pression de sa sœur. Il m'avait murmuré plutôt de ne pas faire de vagues ce soir, de laisser Victoria s'occuper des discours officiels. Sa confiance, ou plutôt l'absence de confiance totale en moi, était le trophée que Victoria cherchait à exhiber. Et ce soir j'allais lui montrer à quel point elle était trompée sur moi, et à quel point elle nous avait tous manipulés, y compris Marc. Je fis glisser discrètement ma main dans ma pochette, mes doigts touchant le papier rugueux des vieilles lettres. L'air était devenu épais, chargé de parfums et de mensonges. La musique était tue. Victoria posa sa main sur l'aile, épaule de mon fils, son visage empruntant une expression de fausse tendresse, et elle commença son discours, son timbre de voix portant loin dans la vaste salle, prêt à lancer son venin. « Mes chers amis, mes chers parents, quel magnifique jour !» commença-t-elle, avec l'emphase d'une actrice montant sur scène. « Il est de mon devoir, en tant qu'aînée de cette famille, et garante de sa stabilité, de veiller au bonheur, et surtout à la sécurité de nos enfants. » Son regard glissa vers moi, rapide, froid. Elle prévoyait de parler de devoir et de sécurité, pour mieux insinuer mon irresponsabilité. J'ai inspiré profondément, laissant la colère se transformer en une froide détermination. La salle était désormais captivée. Victoria avait commencé son œuvre d'art destructrice. Je me redressai sur ma chaise, attendant patiemment le moment exact où elle se sentirait la plus puissante, car c'est à ce moment-là que j'allais révéler la vérité et que je la ferais tomber de son piédestal. Le silence qui régnait était déjà tendu, mais il deviendrait bientôt assourdissant. Ce jour-là, tout allait changer, et l'humiliation que j'avais subie pendant des années allait enfin trouver sa justice. Elle allait payer pour avoir cru que j'étais une âme oubliée et sans défense. Je n'avais pas conservé cette preuve secrète pendant si longtemps pour la gaspiller, mon moment était arrivé. Et elle commença son discours, son timbre de voix portant loin dans la vaste salle, prête à lancer son venin. « Mes chers amis, mes chers parents, quel magnifique jour !» commença-t-elle, avec l'emphase d'une actrice montant sur scène. Victoria avait une voix naturellement riche, faite pour la proclamation, et le microphone était qu'un accessoire pour amplifier son autorité. La réverbération dans les hauts plafonds sculptés du château de Varennes ajoutait une couche de solennité à ses paroles, transformant la réception en une arène de jugement. Elle fit une pause, un silence parfaitement calibré qui forçait chaque invité à s'incliner devant son importance. Ses yeux, d'un bleu acier glacé, balayèrent la foule, s'arrêtant juste assez longtemps sur les visages des figures importantes, le sénateur Dubois, le juge Lafarge, la baronne de Saint-Clair, pour s'assurer de leur pleine attention. Il est de mon devoir, en tant qu'aînée de cette famille et garante de sa stabilité, de veiller au bonheur et surtout à la sécurité de nos enfants. Son regard glissa vers moi, rapide, froid, chargé d'une condescendance si familière qu'elle m'avait servi d'entraînement pendant des années. Elle ne cherchait pas une réaction, elle cherchait la soumission. Elle prévoyait de parler de devoir et de sécurité pour mieux insinuer mon irresponsabilité. J'ai inspiré profondément, laissant la colère, celle qui avait mijoté pendant 7 longues années dans le creuset de l'injustice, se transformer en une froide détermination. La salle était désormais captivée, suspendue aux lèvres vermeilles de Victoria. Elle avait commencé son œuvre d'art destructrice, tissant sa toile de demi-vérités et de jugements assassins. Le mariage, c'est l'union de 2 cœurs, bien sûr, continua-t-elle, son ton devenant doucereux, mais la dureté restait ancrée dans ses pupilles. Mais c'est aussi l'union de 2 destins. Et édification d'un patrimoine commun. Le château de Varennes est le témoin d'une tradition, celle d'une gestion rigoureuse, d'une prudence sans faille, transmise de génération en génération. Notre père, que nous honorons tous ce soir, attachait une importance capitale à cette transmission. Il savait que l'avenir d'une famille dépend de la sagesse avec laquelle ses ressources sont protégées. Chaque mot était une flèche. Elle utilisait la figure de notre père,
le patriarche respecté, pour légitimer son propre rôle de sentinelle financière. Marc, assis à ma droite, sentit l'attaque. Je le vis tressaillir légèrement. Il ajusta sa cravate de soie, ses yeux rivés sur le centre de table, évitant mon regard, évitant le regard de sa sœur, pris au piège de cette joute publique qu'il n'avait jamais voulu voir. Et nous savons tous, ajouta Victoria, baissant légèrement la voix pour forcer les gens à se pencher, que la meilleure des intentions ne suffit pas toujours. Il faut de l'expérience. Il faut une main ferme pour éviter les erreurs, surtout dans ce monde moderne, où les tentations sont si nombreuses et la dilapidation si facile. Mon sang se glaça. Le mot était lâché, dilapidation, oh. Ce N était plus une insinuation, C était une accusation à peine voilée. Elle m'avait toujours accusé d'avoir des goûts trop chers, dit être une mauvaise conseillère pour Marc, de le pousser à la dépense inutile. Elle jouait la carte de la protectrice contre la femme fatale qui ruine son foyer. Je me redressai sur ma chaise, sentant le velours de ma robe bleu nuit se froisser sous ma pression. La liasse de lettres dans ma pochette, ce papier rugueux et jauni, me brûlait les doigts comme un charbon ardent. J'attendais patiemment le moment exact, où elle se sentirait la plus puissante, le moment où l'écho de ses mensonges serait le plus fort, car c'est à cet instant précis que j'allais révéler la vérité, et que je la ferais tomber de son piédestal. La lumière des lustres de cristal, des milliers de facettes éblouissantes, frappait le rouge arrogant de sa robe, la faisant paraître plus flamboyante, presque invincible. L'air, saturé du parfum lourd des lits blancs et du champagne millésimé, semblait vibrer d'une tension électrique. Marc posa sa main sur la mienne, un geste nerveux et faible, un appel silencieux à la retenue. Il ne comprenait pas que la retenue était l'arme qu'elle utilisait contre moi depuis des années. « Je m'engage donc solennellement devant vous tous, » reprit Victoria levant son verre de la main gauche, « à continuer de veiller, avec toute ma vigilance et mon expérience, sur l'avenir de notre famille et de ses actifs, comme notre père l'aurait souhaité. Je serai toujours là pour offrir les conseils nécessaires, pour assurer la pérennité de ce que nous avons bâti. » Elle parlait comme si elle était la seule héritière légitime non seulement de la fortune, mais aussi de l'autorité morale. Elle se positionnait comme le gardien et moi, l'intrus. Un murmure d'approbation parcourut les tables. Les invités de Victoria, les banquiers et les vieux amis de la famille qui avaient toujours respecté son pouvoir acquiescèrent. Ce murmure était un baume pour son ego et un coup de marteau sur ma dignité. Et je lève mon verre, non seulement aux jeunes mariés, lança-t-elle, son regard se fixant cette fois directement sur moi, avec un sourire de triomphe à peine dissimulé, mais à la prudence, à la saine gestion, et à l'intelligence de savoir déléguer cette responsabilité à ceux qui en sont vraiment capables. Elle avait prononcé le coup de grâce. L'insulte était publique, définitive, et formulée de manière si élégante que seuls Marc et moi pouvions en saisir la pleine violence. Elle cherchait l'approbation silencieuse de Marc pour la laisser gérer l'héritage futur du couple. Elle voulait sa signature sur un contrat de soumission. Marc se redressa, prêt à boire à ce toast empoisonné, prêt à accepter la défaite. Je sentis la panique monter en moi, mais elle fut immédiatement noyée par la vague glaciale de la détermination. Non. Ce N n'était pas mon rôle de m'incliner. J'avais attendu 7 ans pour ce moment. Le silence qui régnait était déjà tendu. Mais il deviendrait bientôt assourdissant. J'observais Victoria, dans sa pleine gloire, le verre levé, sa poitrine se bombant sous le tissu rouge. C était le point culminant de son arrogance. Elle croyait avoir gagné, que son mensonge était... L'air s'est soudain alourdi, même si la musique de fond continuait de murmurer une mélodie discrète et joyeuse. C était le moment des toasts, l'apogée formelle de la soirée, l'instant où les émotions devaient s'exprimer avec élégance et retenue. J'avais vu Victoria, ma belle-sœur, se lever de sa chaise avec une grâce étudiée, sa robe de soirée d'un rouge sombre et puissant, semblant absorber toute la lumière des lustres. Elle a saisi le micro, non pas avec hésitation, mais avec l'assurance froide de quelqu'un qui s'apprête à prononcer un jugement. Marc, mon mari, assis à côté de moi, lui a adressé un sourire encourageant, ignorant, comme toujours, le venin qui allait suivre. Victoria a commencé par les banalités d'usage, des mots doux pour les jeunes mariés, des anecdotes polies sur l'enfance de mon fils. Sa voix était cristalline, parfaitement modulée pour la grande salle, et elle attirait tous les regards. Elle était l'incarnation de la réussite, la directrice financière respectée, celle qui savait gérer une étiquette qu'elle est, était assurée de coller sur son front depuis des décennies, et qu'elle m'avait, par contraste, refusé sans pitié. Puis, la déviation a commencé. Ses yeux, d'un bleu acier, ont balayé la foule avant de se poser brièvement sur moi, un éclair de satisfaction glaciale. Le mariage est l'union de deux cœurs, bien sûr, a-t-elle déclaré, sa voix prenant une inflexion plus sérieuse. Mais dans une famille comme la nôtre, où le patrimoine est une responsabilité, c'est aussi l'union de deux stabilités. Un frisson désagréable a parcouru mon échine. Je savais ce qui venait. Elle ne pouvait jamais s'empêcher de glisser le couteau. Marc et moi, a-t-elle poursuivi, s'adressant directement à la table d'honneur, avons toujours eu pour devoir de préserver l'héritage que notre père a si chèrement acquis. C'est une question de devoir, d'honneur, et surtout, de gestion saine.
Elle a marqué une pause dramatique, et j'ai senti le silence se densifier autour de nous. Les 150 invités, issus de la haute société, étaient suspendus à ses lèvres, friands de l'amabilité teintée de sarcasme qu'elle maîtrisait si bien. Mon cœur battait lourdement dans ma poitrine, une pulsation sourde que seul moi pouvais entendre. J'ai serré la main de Mark sous la table, cherchant un soutien qu'il ne pouvait pas me donner car il ne comprenait pas la menace imminente. Il était toujours convaincu que Victoria était juste, directe et franche, jamais malveillante. Était cet aveuglement qui me rongeait depuis 20 ans. Victoria a ensuite prononcé les mots que je craignais. Les mots qui cherchaient à me dénuder émotionnellement devant tous ceux que nous connaissions. Il est regrettable, et je dois être franche pour le bien de la famille, que la gestion de nos affaires domestiques n'ait pas toujours été menée avec la même rigueur que celle de nos affaires professionnelles. Ses yeux m'ont transpercé. Mon frère Mark est un homme admirable, un homme de cœur, mais il est parfois, disons-le, trop confiant. Et cela peut avoir des conséquences coûteuses. Elle m'a humiliée, publiquement, sans prononcer mon nom, mais en rendant l'allusion parfaitement claire pour tous. Elle a continué, sa voix résonnant avec une fausse tristesse. Je me dois de veiller sur lui, en tant que sœur aînée, surtout lorsqu'il y a, elle a cherché le mot juste, le mot le plus blessant. Une incompétence financière chronique, qui menace de dilapider sans scrupule l'argent de la famille. Le choc a été physique. Une vague de chaleur brûlante a envahi mon visage, remplacé immédiatement par un froid glacial. J'ai senti les regards se tourner vers notre table. Des murmures étouffés, le cliquetis des couverts qui s'arrêtait net. Victoria avait réussi à transformer un toast de mariage en une lecture de conte assassin. Elle avait fait ce qu'elle cherchait à faire depuis des années. S'assurer que Mark douterait de ma capacité à gérer même les dépenses ménagères, renforçant ainsi sa propre mainmise sur ses décisions financières et, par extension, sur notre vie. La douleur familière m'a saisie, celle que j'avais apprise à masquer derrière un sourire figé. Était la même douleur que lorsque, la semaine dernière, elle avait ironisé sur mon choix de traiteur devant des amis, ou il y a 10 ans, lorsqu'elle avait insinué que la rénovation de notre cuisine était un gaspillage éhonté. Mais cette fois-ci, était différent. Cette fois-ci, était devant 150 personnes, au mariage de notre fils le jour où je était censé rayonner de fierté. Mark a posé sa main sur mon bras. Un geste maladroit, probablement plus par gêne de la situation que par soutien réel. Victoria, je crois que tu éloignes du sujet, a-t-il murmuré, la voix tendue. Mais Victoria ne s'est pas arrêtée. Elle buvait son triomphe. Non, Mark, je suis plus que jamais dans le sujet. Protéger notre patrimoine, c'est protéger l'avenir de nos enfants. Et parfois, pour cela, il faut prendre des mesures. Ou du moins, ouvrir les yeux. Elle a levé son verre, un geste final de condescendance. À la stabilité financière de la famille, et à l'amour qui, espérons-le, saura surmonter l'incompétence. Alors que la foule se remettait à murmurer, et que quelques personnes, par habitude de la suivre, levaient leur verre, j'ai senti la rage monter, une force noire et implacable qui surpassait la honte. Cette femme, Victoria, qui sonne, érigée en gardienne morale et financière de la famille, était un fraudeur avéré, une manipulatrice qui avait volé son propre père mourant. Mon esprit a plongé 2 ans en arrière, dans le silence poussiéreux de la vieille bibliothèque de la maison de campagne de mon beau-père. Après son décès, nous avions été chargés de vider quelques pièces. J'y étais seul, triant des boîtes de vieux papiers oubliés. C'est là que, niché au fond d'un coffret en bois dissimulé, j'avais découvert l'alias. Était une dizaine de lettres, écrites à la main, sur un papier jauni par le temps. Elle, écriture tremblante, était celle de mon beau-père, le père de Mark et Victoria, dans les derniers mois de sa vie. Il y décrivait, avec une douleur poignante et une clarté effrayante, la pression constante exercée par Victoria. Elle était venue quotidiennement, exigeant, menaçant, promettant de couper les ponts s'il n'acceptait pas de modifier son testament, pour la nommer seule exécutrice et bénéficiaire majoritaire des parts les plus lucratives de l'entreprise familiale. Elle m'a dit qu'elle me laisserait mourir seule si je ne signais pas, lisais-je les larmes brouillant ma vue. Elle m'a fait croire que Mark et Élise étaient incapables, que seul son contrôle strict garantirait l'avenir de la lignée. Je suis trop faible pour me battre, mais je ne veux pas que cela reste secret. Il avait écrit ces lettres en secret, les signant, les datant, comme une confession posthume, un appel à la justice. Il expliquait clairement qu'il avait cédé sous la contrainte émotionnelle et physique de Victoria. Il avait modifié son testament, nous déshéritant, mais il avait gardé ses preuves cachées, espérant peut-être qu'elles seraient découvertes un jour. Ce jour-là, dans cette bibliothèque, ma souffrance silencieuse était transformée en une force froide. Je n'avais rien dit à Mark. Je savais que, aveuglé par la loyauté fraternelle et la peur du scandale, il aurait cherché à étouffer l'affaire. J'avais gardé les lettres, les photocopiant précieusement, et les conservant dans un coffre-fort sous une autre identité, juste au cas où. Je les avais gardés en secret, attendant le moment parfait, le moment où la révélation aurait un impact irréversible. Et ce moment était arrivé. Victoria, rayonnante de son succès sadique, buvait une gorgée de champagne, son sourire triomphal se reflétant dans les lumières de la salle. Elle pensait avoir gagné, avoir renforcé sa position auprès de Mark et déshonoré sa rivale devant le monde entier. Mais elle m'a humiliée pour la dernière fois.
J'ai senti la pochette en cuir dissimulée dans mon sac de soirée, la pochette qui contenait une copie certifiée des passages les plus accablants des lettres de mon beau-père. La rage que je ressentais zen était plus de la douleur, mais la détermination brûlante d'une femme poussée trop loin. Le temps de la souffrance invisible était révolu. J'avais accumulé des années de mépris, d'attaques sournoises, et cette attaque publique était le coup de grâce qui scellait son sort. Je me suis redressée sur ma chaise, mon dos droit malgré le tremblement qui parcourait mes membres. J'ai regardé Victoria, qui s'apprêtait à rendre le micro au maître de cérémonie. Le silence relatif de la salle, entre les toasts, offrait une fenêtre de quelques secondes que je ne pouvais pas manquer. Il fallait que la vérité soit révélée maintenant, devant cette assemblée de juges et de témoins. Il fallait garantir un choc maximal, une justice immédiate, là où elle avait choisi de me frapper. J'ai tendu la main vers le microphone, le prenant avant que le maître de cérémonie n'ait eu le temps de réagir. Mon cœur martelait contre mes côtes, mais ma voix, lorsque j'ai commencé à parler, était étonnamment claire, portant la force de 2 décennies de silence forcé. Je vous remercie, Victoria, pour ce toast si instructif, ai-je dit, les yeux fixés sur elle. Elle a froncé les sourcils, surprise par mon intervention inattendue. Marc, à côté de moi, m'a tiré le bras, paniqué. Élise, qu'est-ce que tu fais? J'ai ignoré Marc. La salle, qui recommençait à bavarder, est redevenue silencieuse, sentant immédiatement la tension qui émanait de moi. J'ai serré la pochette en cuir contre ma poitrine, prête à ouvrir cette boîte de Pandore que j'avais gardée secrète pendant si longtemps. Le moment de la vérité était arrivé. Elle avait voulu la guerre, elle allait la voir, et je disposais de l'arme ultime pour la détruire devant tout le monde. Avant que nous ne passions au gâteau, et j'ai continué mon regard rivé sur Victoria dont l'assurance commençait à vaciller, je crois qu'il est essentiel, pour la stabilité financière et morale de la famille, de clarifier certains points de gestion du patrimoine que Victoria a soulevés. Des points qui, étrangement, me sont familiers depuis la découverte de certaines lettres de votre père, chères à mon cœur. Je sentais le poids de la liasse brûler dans ma main. Le silence était total, lourd. Victoria est devenue livide. Je savais qu'elle comprenait. J'allais révéler son secret. Je vous remercie, Victoria, pour ce toast si instructif, ai-je dit, les yeux fixés sur elle. Mon ton était étrangement neutre, presque celui d'une hôtesse remerciant poliment un invité qui vient de renverser du vin, mais l'onde de choc traversa la salle, avant même que le sens complet de mes mots ne soit assimilé. Elle a froncé les sourcils, d'abord avec irritation, puis avec une surprise mêlée d'une vague de méfiance. Son sourire, si prompt à l'autosatisfaction, s'est figé. Elle n'était pas habituée à ce que je réponde. Depuis 20 ans, ma réponse était le silence, le retrait, la honte masquée. Marc, à côté de moi, sentait l'imminence du désastre social. Sa main s'est agrippée à mon bras, non pas avec douceur mais avec une force paniquée, cherchant à me faire lâcher le micro. Élise, qu'est-ce que tu fais? Rends le micro au maître de cérémonie, tout de suite! Sa voix était un sifflement tendu, destiné uniquement à moi, mais amplifié par la proximité du récepteur. Il était pris en otage, partagé entre la terreur de l'esclandre et l'incompréhension totale de l'orage qui se préparait. J'ai ignoré Marc. Sa peur même était devenue aussi insignifiante que les murmures condescendants de Victoria. Était mon moment. Ma vengeance, mûrie dans le secret, méritait d'être consommée avec une lenteur exquise. La salle, qui recommençait à bavarder timidement après la diatribe de Victoria, est redevenue silencieuse, sentant immédiatement la tension glaciale qui émanait de moi. Le silence était pas seulement acoustique, il était physique, lourd, englué dans l'air chaud et parfumé du salon de réception. On n'entendait plus que le faible crépitement d'une cheminée lointaine et le battement sauvage de mon propre cœur, résonnant comme un tambour sourd dans mes oreilles. J'ai serré la pochette en cuir contre ma poitrine, le contact froid et lisse du veau noir me rappelant la solidité de ma détermination. J'y étais prête à ouvrir cette boîte de Pandore que j'avais gardée secrète pendant si longtemps, jouant le rôle de la femme au foyer naïve et gaspilleuse pendant que je détenais la clé de la destruction de Victoria. Le moment de la vérité était arrivé. Elle avait voulu la guerre. Elle allait la voir. Et je disposais de l'arme ultime pour la détruire devant tout le monde, sur la scène qu'elle avait elle-même choisie. J'ai ajusté ma posture, permettant à la lumière des lustres de frapper mon visage. Je ne me cachais plus. Mon regard, d'une intensité que Marc n'avait jamais vue, était rivé sur Victoria. Elle était à quelques mètres, son verre de champagne toujours à la main, mais lui, éclat de triomphe, avait été remplacé par une lueur de pure horreur. Avant que nous ne passions au gâteau, ai-je continué, ma voix résonnant avec une clarté nouvelle et perçante, je crois qu'il est essentiel, pour la stabilité financière et morale de la famille, de clarifier certains points de gestion du patrimoine que Victoria a soulevés. Je marquais mes pauses avec la précision d'une horloge. Chaque mot était une pierre lancée dans une étendue d'eau calme. Vous parlez de rigueur, Victoria. De gestion saine, de devoir et d'honneur, ai-je prononcé, reprenant ses propres termes avec une ironie mordante. Des concepts nobles, certes, des points qui, étrangement, me sont devenus très familiers depuis la découverte de certaines lettres de votre père, cher à mon cœur. Le mot « lettre » frappa Victoria comme un coup de fouet. Elle devint livide. Ce « N » était plus une simple pâleur.
Le sang se retirait complètement de son visage, la laissant avec la texture crayeuse de la porcelaine brisée. Ses lèvres, maquillées d'un rouge parfait, s'ouvrirent légèrement, cherchant l'air. Elle comprenait. Elle réalisait que l'héritage qu'elle croyait avoir verrouillé était sur le point de lui exploser au visage. Le silence dans la salle était si complet qu'il me semblait pouvoir entendre les cristaux des verres chanter sous la pression atmosphérique. J'ai sorti la pochette de cuir, la levant légèrement pour que le tissu sombre capte la lumière. Ces documents, ai-je continué, ma voix se durcissant. Ils offrent une perspective différente sur la notion de gestion saine et, plus précisément, sur la manière dont le testament de votre père a été rédigé il y a 2 ans. Victoria fit un pas en avant, brisant l'immobilité qu'elle était imposée. Son instinct de prédatrice, même face à un danger inconnu, reprenait le dessus. Élise, réussit-elle à articuler, sa voix rauque, à peine audible malgré l'amplification du micro. C'est un mariage. Il est inconvenant de... Inconvenant ? J'ai coupé, le sourire maintenant non pas figé, mais aiguisé comme une lame. L'inconvenance, Victoria, a été votre apologie publique de mon incompétence financière, alors que vous célébriez la réussite de notre fils. L'inconvenance, ce sont ces années de harcèlement sournois, de dénigrement constant. Mais l'inconvenance suprême, permettez-moi de le dire, c'est le vol. Le mot, lâché avec une force brutale, fit vaciller plusieurs invités de la haute société, habitués aux scandales feutrés, pas aux accusations criminelles lancées devant 150 paires d'yeux. Marc, enfin, réagit non pas par compréhension mais par pan. Victoria reposa son verre en cristal baccarat sur la nappe d'une blancheur immaculée, le son étouffé par le bourdonnement général de l'assemblée, mais le geste lui-même respirait une satisfaction froide et totale. Elle m'avait humiliée, publiquement, devant les 200 invités de ce mariage somptueux, devant mon fils, devant mon mari Marc, déguisant l'attaque en une mise en garde pleine de sollicitude pour l'avenir financier du jeune couple, insinuant que ma gestion des fonds familiaux était au mieux irresponsable, au pire prédatrice. Son sourire, alors qu'elle s'asseyait, était celui de la victoire, le point final à des années de mépris silencieux qu'elle avait méthodiquement instillé dans l'esprit de mon mari. Elle venait de s'assurer que Marc ne pourrait plus jamais me faire confiance, sans douter de ma moralité. La salle avait applaudi poliment, certains invités étant manifestement mal à l'aise, mais l'effet recherché était atteint. J.A. était devenue la femme à surveiller, J.A., épouse potentiellement ruineuse. Je sentis les regards lourds des tantes et des cousines, celles qui avaient toujours préféré Victoria, pour son élégance rigide et sa façade de vertu. Mon cœur battait la chamade, non pas par peur, mais par une colère concentrée et glaciale, qui avait enfin trouvé son point de rupture. Cette humiliation publique, était la dernière fois. Jamais plus. Je me levai lentement, lissant la soie de ma robe, adoptant une dignité que Victoria elle-même n'aurait pu égaler. Mes jambes tremblaient légèrement, mais je forçais un calme extérieur qui contrastait avec le chaos hurlant dans ma tête. Je ne demandais pas la parole, je me contentais de m'avancer vers la table d'honneur, où le micro, encore chaud de la main de Victoria, m'attendait. Marc, mon mari, tenta de m'arrêter d'un regard, un mélange de confusion et d'inquiétude. Il s'attendait à des larmes, à une protestation chuchotée en privé, mais certainement pas à cela. Je saisis le pied du microphone. La musique de fond, une valse douce, semblait soudain obscène. « Excusez-moi, commençai-je, ma voix, étonnamment claire, portant dans toute la salle sans effort. Je ne peux malheureusement pas laisser une telle diffamation planer sur ce jour de joie. » Je marquai une pause, regardant Victoria droit dans les yeux. Elle avait la mine surprise, déjà rouge. Elle ne s'attendait pas à un affrontement frontal. Il est de mon devoir, face à vous tous, de rétablir l'honneur et, surtout, de rétablir la vérité sur la véritable nature de la gestion financière de cette famille. Le murmure s'intensifia dans la salle. Les invités commençaient à comprendre que ce N était pas un simple contre-toast, mais un règlement de compte. Marc posa sa main sur mon bras, une tentative silencieuse et désespérée de me ramener à mon siège, mais je le repoussai doucement. Son visage était une toile de détresse, il craignait le scandale, mais il ne comprenait pas encore l'ampleur de la bombe que j'y étais sur le point de lâcher. Victoria, ma chère belle-sœur, semble très préoccupée par l'argent, continuai-je, adoptant un ton mesuré, presque professoral. Elle s'inquiète de la façon dont les fonds pourraient être dilapidés. C'est une préoccupation légitime, surtout quand on sait l'histoire de cet argent, n'est-ce pas ? Le rouge sur le visage de Victoria s'assombrit. Elle comprit immédiatement où j'allais. « Élise, arrête immédiatement cette mascarade. Ce n'est pas le lieu pour tes laïs. »« Trad. Si, Victoria, c'est exactement le lieu, la coupai-je, mon regard ne faiblissant pas. Le lieu où l'on célèbre l'amour et la vérité. » Je fis un signe à la serveuse postée près de la table de mixage, une faveur que j'avais sollicitée il y a une semaine, et la musique s'arrêta brutalement. Le silence qui suivit fut instantané et lourd, le genre de silence qui vous fait entendre le sang battre dans vos tempes. C'est alors que je fis le geste que j'avais répété 1000 fois dans ma tête durant ces années de mépris invisible.
Je sortis de mon petit sac de soirée, dissimulé sous la table, la liasse de lettres jaunies, attachée par une vieille ficelle, la preuve secrète que j'avais gardée en silence, attendant ce jour. Les lettres de notre père. Je les soulevai, permettant à tous de les voir. Avant de parler de dilapidation, je pense qu'il est essentiel de parler d'héritage, déclarai-je, ma voix maintenant imprégnée d'une gravité implacable. Et de la manière dont notre cher père, si affaibli par la maladie il y a 5 ans, a été contraint de revoir ses dispositions testamentaires. Le visage de Victoria devint livide, une pâleur cadavérique remplaçant la rougeur de sa colère. Elle se leva brusquement, renversant presque sa chaise. « Tu n'as pas le droit. Ce sont des mensonges, des ragots anciens, Élise. »« Marc, dis-lui d'arrêter !» Marc, assis à mes côtés, était figé. Ses yeux haines étaient plus fixés sur moi, mais sur les lettres dans ma main. La liasse symbolisait des années d'inconfort qu'il avait ressenties face à la froideur soudaine de notre père avant sa mort, des questions qu'il n'avait jamais osé poser. Je dénouai la ficelle avec des doigts calmes, le papier froissé faisant un bruit sec et perçant dans le silence total de la salle. Je ne regardais plus Victoria. Seulement les mots écrits il y a des années, porteurs de la souffrance de mon père. Voici quelques extraits de la correspondance que mon père m'a envoyée en secret, par l'intermédiaire de son ancienne infirmière, pendant les 6 derniers mois de sa vie, annonçai-je. Des lettres qu'il m'a supplié de garder secrètes jusqu'à ce que le moment soit venu de briser le pouvoir qu'elle exerçait sur nous tous. Victoria s'approcha de moi, les yeux dilatés, essayant de me saisir les papiers. « Ne lis pas ça! C'est privé !» 2 oncles, alertés par la tension, se levèrent pour la retenir doucement. L'assemblée était maintenant suspendue à mes lèvres, oubliant le mariage, la nourriture, la fête. Ils ne voyaient plus qu'une vérité nue et déchirante. Je lus le premier extrait, la voix brisée uniquement par l'île, émotion contenue, pas par la faiblesse. « Ma chère Élise, je suis prisonnier ici. Elle, Victoria, menace de couper les ponts avec moi, de m'empêcher de voir mes petits-enfants, si je ne signe pas les nouveaux documents. Le chantage est constant. Elle me dit que tu ne mérites rien, que tu vas tout gâcher. » À ces mots, Marc se raidit. Il se tourna vers Victoria, les traits décomposés par l'horreur. Victoria, qui avait toujours joué la fille dévouée, la gestionnaire parfaite, était maintenant exposée comme l'enfant viciée et manipulatrice qu'elle avait toujours été. Je tournai la page jaunie, le bruit du papier froissé, résonnant comme un coup de fusil. Je continuai, révélant la chronologie de la fraude d'héritage. Elle a engagé son propre notaire. Elle me dit qu'elle protège la fortune familiale de ta légèreté, mais je sais qu'elle ne cherche qu'à me déshériter, toi et Marc. Elle sait que je suis trop faible pour me battre. Ces lettres sont ta seule preuve, Élise. Révèle la vérité quand elle pensera t'avoir brisé, ma fille. Chaque mot lui révélait non seulement la manipulation, mais la cruauté avec laquelle Victoria avait exploité la faiblesse de notre père mourant. J'avais gardé cette douleur invisible pendant des années, me laissant blâmer, me laissant humilier, juste pour pouvoir frapper à l'instant le plus dévastateur. Victoria, incapable de contenir sa rage et sa terreur, laissa échapper un cri aigu, un son désespéré, qui n'avait rien de la sophistication qu'elle affichait habituellement. « C'est faux! Elle a tout inventé! Marc, tu ne vas quand même pas croire cette folle !» Marc ne la regardait plus. Ses yeux étaient rivés sur moi, pleins d'un mélange douloureux de culpabilité et de choc. Il venait de réaliser que non seulement j'avais été humilié publiquement par sa sœur, mais que j'avais été forcé de porter le poids d'une injustice monumentale orchestrée par elle, une injustice qui les avait tous deux dépossédés de leur juste part d'héritage. Je lus un dernier extrait, le plus poignant, qui parlait directement de l'amour paternel. Elle ne comprend pas que l'argent n'est rien. L'amour et l'honnêteté, voilà la seule richesse. Ne la laisse pas gagner, Élise. Je reposai les lettres sur la table, mes mains étant mises à trembler pour la première fois, non pas de peur, mais de soulagement. Je regardais l'assemblée. La salle était devenue silencieuse, d'un silence total et absolu, le silence lourd d'une vérité que personne ne pouvait ignorer. 200 personnes, toutes figées dans l'incrédulité, regardant la prétendue reine de vertu s'effondrer. Je retirai le micro et le reposai délicatement sur son socle. Je n'avais plus besoin de parler. La vérité, était exprimée d'elle-même. Victoria était encore debout, chancelante. Son visage, déformé par la haine et la déroute, cherchait désespérément un allié, mais il n'y avait que des regards accusateurs. Son pouvoir, construit sur des années de mensonges et de prestige social, venait être brisé à jamais devant toute l'assemblée. Elle était exposée, démolie. Je me tournai vers Marc. Il n'avait pas bougé. Il me regarda enfin, et dans ses yeux, je vis la fin de son aveuglement. La reconnaissance de la souffrance qu'il m'avait involontairement infligée en doutant de moi. Il me tendit la main, un geste tremblant, cherchant le pardon. Je ne répondis pas immédiatement à son geste. Je pris le temps d'absorber l'air frais de ma propre victoire. J'avais attendu ce moment des années. J'avais supporté le mépris pour cette preuve secrète. J'avais tenu bon. Victoria ne put supporter l'intensité du silence et des regards. Elle balbutia quelque chose d'inintelligible, son corps se courba, et elle s'enfuit de la salle,
sa robe rouge sombre cesse, éclipsant par la porte de service. Elle ne revint pas. Étais enfin libérée. J'avais retrouvé ma voix et ma valeur. J'avais non seulement défendu mon honneur, mais j'avais rendu justice à la mémoire de mon père. Marc s'est levé et m'a serré dans ses bras devant tous, ses excuses murmurées dans mes cheveux. Ce jour-là, tout a changé. Le mariage était sauvé, non pas par le silence, mais par le fracas de la vérité. L'agresseur était détruit, et l'elle, âme oubliée, avait repris son pouvoir. Victoria venait de s'enfuir. Elle n'avait pas quitté la salle avec la dignité froide qui était sa marque de fabrique. Elle avait fui, son élégance rigide se brisant en une panique ignoble, la porte de service claquant derrière elle, comme un jugement final. Le silence qu'elle laissait derrière elle était plus le silence lourd de la tension, mais un vide sonore, comme si l'air lui-même avait été aspiré par la violence de la révélation. Je restai un instant immobile, les mains posées sur les lettres de mon père qui reposaient sur la nappe immaculée, des taches d'encre pâle sur le blanc éclatant. Mon corps, qui avait été une forteresse de contrôle, commença à trahir sa victoire. Un tremblement subtil parcourut mes bras, puis mes jambes. Ce haine était pas de la peur, mais écho du relâchement d'une tension accumulée durant 5 longues années. 5 années à sourire poliment, à encaisser les sarcasmes voilés, à voir mon mari éloigner lentement, doutant de mes intentions, tout en portant le poids secret de cette trahison monumentale. Le parfum entêtant des lys et du champagne cher qui emplissait la salle me parut soudain écœurant, trop sucré pour l'amertume que je venais de cracher. Je fermai les yeux un instant, sentant la fatigue m'envahir. La stratégie avait été froide, calculée, chirurgicale, mais son exécution avait demandé une dépense d'énergie émotionnelle presque mortelle. J'avais attendu qu'elle frappe le premier coup. Cette humiliation publique était son ultime tentative de me marginaliser définitivement, pour que ma riposte ne soit pas perçue comme de la simple rancune, mais comme un acte nécessaire de légitime défense et de justice posthume pour mon père. J'ouvris les yeux et me concentrai sur l'assemblée. Les 200 visages, qui formaient il y a quelques minutes un mur de jugement silencieux, étaient maintenant un océan d'yeux écarquillés, de bouches entr'ouvertes. L'atmosphère avait cessé d'être celle d'un mariage, était devenue une cour d'assises improvisée, et le verdict était tombé, implacable. Les tantes et cousines, mes juges les plus sévères, celles qui avaient toujours admiré la fausse intégrité de Victoria, détournaient le regard, gênées par leur propre erreur de jugement. Leur mépris silencieux m'avait blessé pendant des années, mais leur embarras actuel était la preuve la plus douce de ma réhabilitation. Puis, je sentis la présence de Marc. Il était levé à mes côtés et ses mains, fortes et chaudes, se posèrent sur mes épaules, d'abord timidement, puis s'y agrippèrent comme s'il craignait que je ne évapore. Je me tournai vers lui. Son visage était plus seulement décomposé par le choc et l'horreur de la révélation de Victoria. Il était marqué par une souffrance bien plus profonde, la culpabilité. Il me regardait avec une lucidité terrible, réalisant l'ampleur de son aveuglement. Il avait cru sa sœur. Il avait laissé son jugement être empoisonné goutte à goutte. Il m'avait cru irresponsable, peut-être vénal, tandis que je portais le secret de son propre déshéritement, protégeant l'honneur et la mémoire de son père. « Élise » murmura-t-il, sa voix rauque et brisée, à peine audible au-dessus du murmure renaissant de la foule. « Mon Dieu, Élise ! Pendant tout ce temps, et moi je t'ai. » Il n'eut pas besoin de terminer sa phrase. Le « je t'ai douté ou je t'ai abandonné » planait entre nous, lourd et tangible. Le regard qu'il me posait était une confession, une supplique. Il voyait la Victoria manipulatrice, certes, mais il voyait surtout l'aile, Élise, que j'avais été forcé d'incarner. La femme forte, la gardienne silencieuse, celle qui avait préféré attendre l'instant parfait pour la vérité plutôt que de se défendre par des cris inutiles. « Tu ne pouvais pas savoir, Marc, répondis-je doucement, bien que mon cœur hurlait le contraire. J'avais voulu qu'il sache, mais je n'avais pas eu le droit de le faire. » Était la demande de mon père. Elle avait construit sa toile si solidement. Elle te connaissait mieux que nous. Elle savait que tu craignais le scandale plus que tout. C'est alors que Marc fit le geste qui changea tout. Il ne me serra pas simplement dans ses bras. Il me prit dans une étreinte désespérée, comme un homme qui se noie et retrouve la terre ferme. Son corps tremblait contre le mien, et je sentis l'odeur familière de son eau de toilette, mélangée à la transpiration froide de la honte et du soulagement. « Pardonne-moi » souffla-t-il dans mes cheveux, ses lèvres pressées contre mon oreille, le son de l'excuse étant amplifié par la proximité, même s'il restait inaudible pour les invités. « Pardonne-moi d'avoir douté, d'avoir laissé, d'avoir permis qu'elle te traite ainsi. Je t'ai fait porter ce poids seul. » Cette étreinte était plus qu'une réconciliation conjugale. Save était un repositionnement de notre monde. Elle symbolisait la destruction du mur que Victoria avait méticuleusement érigé entre nous. En me serrant devant ces 200 témoins, Marc ne faisait pas qu'excuser son manque de foi. Il renonçait publiquement à l'allégeance toxique qu'il avait inconsciemment accordée à sa sœur. Il choisissait enfin son épouse, sa partenaire, face à la famille empoisonnée. Je serrais mes bras autour de sa taille, m'autorisant enfin à m'appuyer sur lui. Le soulagement était physique, chaud, presque douloureux. Pendant des années j'avais été la roche, maintenant je pouvais être la femme qui se repose sur son mari. La salle se mit à bouger très légèrement. Un oncle, celui qui avait retenu Victoria, Zaos,
éclaircit la gorge, puis s'avança vers la table. Il prit les lettres, les regarda un instant, puis hocha la tête, un signe de reconnaissance silencieux de la validité de l'épreuve. Je pense, dit-il, sa voix forte brisant la semi-intimité de notre étreinte, que nous avons besoin d'une discussion sérieuse sur l'administration des biens familiaux. Et Élise, il me semble que vous êtes la personne la plus apte à diriger cette conversation. Ce fut un second verdict, aussi puissant que le premier. Non seulement G était disculpé, mais J était promu. La gestionnaire, prétendument irresponsable, celle dont l'honneur avait été bafoué, était maintenant la seule personne de confiance dans la famille pour rétablir l'ordre financier. Victoria n'avait pas seulement perdu son prestige, elle avait perdu son contrôle sur l'héritage.